Bonjour chers élèves, bienvenue à cette deuxième partie du tutoriel consacré à la démarche pour rédiger la réponse à une question avec une justification ou un développement. Dans le premier tutoriel, je vous présentais les informations qui devaient être présentées dans votre réponse ainsi que l'organisation pour vous assurer que votre réponse elle est précise, complète et détaillée. Le premier tutoriel présentait aussi un exemple qui illustrait cette démarche à partir d'une question et sa réponse. Le tutoriel que vous allez visionner présente encore deux illustrations de cette démarche à partir d'une question et de sa réponse. Commençons avec ce deuxième exemple. Selon vous, le destin de Dédale est-il injuste? Justifiez votre position avec des éléments du texte. La première phrase de votre réponse devrait répondre à cette question avec une phrase complète. Autrement dit, on reprend des éléments de la question. Est-ce que le destin de Dédale était injuste? Et on y répond. Dans le mythe d'Icare, je considère que le destin de Dédale est juste. On répond à la question en reprenant des éléments de la question. Et la réponse, elle est simple, c'est juste. Mais la question aussi est simple. La réponse, pour le justifier, est peut-être moins simple. Est-ce qu'on a mentionné le titre du texte? Oui, le mythe d'Icare. C'est important de mentionner la source. Donc, de mentionner le texte dans lequel on va tirer les informations qui nous permettent de répondre à la question. C'est comme ça que vous allez développer l'habitude de mentionner vos sources, ce qui sera important plus vous allez poursuivre dans vos études. Ensuite, vous devez justifier le fait que vous considérez que son destin est juste. Alors, vous exposez là où les raisons qui vous ont poussé à croire que son destin est effectivement juste. Donc, Dédale a tué son neveu Talos parce qu'il était jaloux de son talent. Il avait peur que les gens disent que Talos est meilleur que lui. Donc, il a comme deux raisons, la jalousie et le fait que d'autres pourraient croire la même chose, que Talos est meilleur que lui. Alors, il a commis un grave crime qui va justifier que son destin est juste. Mais quel est-il, ce destin? Ça nous prend des éléments du texte qui nous disent que le destin qu'il va vivre est juste. Est-ce qu'il va avoir la belle vie ou une moins belle vie? C'est ce qu'il faut maintenant qu'il soit présenté dans votre réponse. Dédale a décidé de fuir Athènes avec son fils Icare pour ne pas être condamné pour la mort de Talos. Donc, il fuit. Quand Icare meurt dans la mer, Dédale perd son fils. On lui enlève une vie comme il a enlevé la vie de Talos. Alors, on comprend que le destin de Dédale sera triste puisque son fils meurt. Quand on a présenté cette partie-là, il faut maintenant faire le lien entre les deux, entre la mort de Talos, sa jalousie et le fait que son destin est juste. On le fait dans la dernière partie de la question. Finalement, à cause de sa jalousie, donc on fait référence à ce qu'on a donné comme raison, il était jaloux de son neveu, Dédale doit vivre avec la tristesse d'avoir perdu son fils. Donc, on met ça on fait un lien entre sa jalousie et le fait que son fils est mort. Il mérite cette souffrance parce qu'il a fait souffrir Talos. On va relire la réponse pour voir si ça semble cohérent, que c'est précis, que c'est complet. Dans le mythe d'Icare, je considère que le destin de Dédale est juste. Dédale a tué son neveu Talos parce qu'il était jaloux de son talent. Il avait peur que les gens disent que Talos est meilleur que lui. Dédale a décidé de fuir Athènes avec son fils Icare pour ne pas être condamné pour la mort de Talos. Quand Icare meurt dans la mer, Dédale perd son fils. On lui enlève une vie comme il a enlevé la vie de Talos. Finalement, à cause de sa jalousie, Dédale doit aussi vivre avec la tristesse d'avoir perdu son fils. Il mérite cette souffrance parce qu'il a fait souffrir Talos. Je pense qu'on a justifié qu'on a décidé de considérer que son destin est juste. Il a fait souffrir, il va souffrir.
Évidemment, on oublie le cas de son fils qui lui aussi perd la vie, mais je vous invite à aller lire, et c'est facile de le trouver dans Internet, le mythe d'Icare. Nous passons au dernier exemple, qui est avec un nouveau texte. Selon vous, qui est le mystérieux personnage qui a aidé le narrateur à résoudre le vol de l'archet? Justifiez votre réponse en utilisant des éléments du texte. Donc, comme on l'a déjà fait 2 fois, on doit répondre à la question avec une phrase complète qui reprend des éléments de la question tout en y répondant. Selon moi, dans l'improbable vérité, le mystérieux personnage qui a aidé le frère d'Alice à résoudre le vol de l'archet de Sherlock Holmes est le fantôme de Sherlock Holmes. Est-ce que le titre est mentionné? Oui, l'improbable vérité. C'est très important parce qu'il faut citer ses sources. Comme tous les éléments que vous allez prendre pour répondre à cette question viennent de ce texte-là, il faut le mentionner. Si on avait utilisé 2 textes, on aurait mentionné les textes au moment où on cite des éléments de ces textes-là. Exposez là où les raisons, ce sont des arguments ou des explications qui justifient votre choix de réponse. Donc, pourquoi on pense que c'est le fantôme de Sherlock Holmes? Le fantôme est maigre et pâle. Ce mystérieux personnage, donc on fait encore référence au fantôme, fume la pipe et parle avec un petit accent anglais. Il ressemble à la description de Sherlock Holmes. Donc, les 4 caractéristiques peuvent être associées à la description de Sherlock Holmes. Est-ce qu'on est en train de donner des arguments pour justifier que le mystérieux personnage est Sherlock Holmes? Oui. On doit maintenant nous donner plus d'éléments du texte pour nous aider à comprendre que ça, effectivement, ça nous aide à comprendre que c'est un fantôme puis que c'est celui de Sherlock Holmes. De plus, quand le fantôme est parti, il a commencé à faire froid. Dans le texte, là, on ne mentionne pas que c'est un fantôme. C'est l'élève qui fait cette déduction-là à cause de cette partie-là. De plus, quand le fantôme est parti, il a commencé à faire froid et le frère d'Alice a frissonné comme s'il avait été en présence d'un fantôme. Il a aussi trouvé dans sa poche un bout de papier jauni. Donc, ce sont des éléments précis du texte qui viennent justifier l'idée qu'on pense que c'est un fantôme et dans la première partie, que c'est Sherlock Holmes. Maintenant, la finale, la dernière partie doit faire un lien entre les deux pour nous permettre de justifier que le personnage qui va aider le frère est le fantôme de Sherlock Holmes. Finalement, la description du mystérieux personnage ressemble à Sherlock Holmes, sa description, et selon le père historien de l'ami du narrateur, le papier datait de plus de 100 ans, donc le papier qu'il a trouvé dans ses poches. Ce papier pourrait venir de l'époque de Sherlock Holmes, puisque Sherlock Holmes devait vivre il y a 100 ans. Donc, s'il revient, ça doit être un fantôme qui est revenu en fantôme. Puis là, pour nous aider à faire le lien que le papier appartenait à Sherlock Holmes, sur le papier est inscrite une maxime du célèbre détective « Lorsque vous avez éliminé l'impossible ». Donc, la réponse complète. Selon moi, dans l'improbable vérité, le mystérieux personnage qui a aidé le frère d'Alice à résoudre le vol de l'archet de Sherlock Holmes est le fantôme de Sherlock Holmes. Le fantôme est maigre et pâle. Il fume la pipe et parle avec un petit accent anglais. Il ressemble à la description de Sherlock Holmes. De plus, quand le fantôme est parti, il a commencé à faire froid et le frère d'Alice a frissonné comme s'il avait été en présence d'un fantôme. Il a aussi trouvé dans sa poche un bout de papier jauni. Finalement, la description du mystérieux personnage ressemble à Sherlock Holmes et, selon le père historien de l'ami du narrateur, le papier datait de plus de 100 ans. Ce papier pourrait venir de l'époque de Sherlock Holmes qui est revenu en fantôme. Sur le papier est inscrite une maxime du célèbre détective « Lorsque vous avez éliminé l'impossible », 3 petits points. Je tiens à souligner que les réponses que j'utilise pour illustrer cette démarche, ce sont des adaptations de réponses de mes élèves. Donc, je n'ai pas moi-même écrit les réponses, j'ai utilisé des réponses de mes élèves pour formuler ces réponses en les améliorant un peu, mais je veux quand même garder le type de réponse qu'un élève pourrait faire. Donc, ces réponses devraient vous inspirer. J'espère que cette démarche
pour rédiger des réponses précises, complètes et détaillées à des questions à développement vous a aidé. Je vous souhaite de bonnes évaluations de lecture, d'histoire, de sciences, de mathématiques ou d'art, peu importe, mais que vous puissiez maintenant avoir une idée précise de comment on rédige une réponse, je le répète encore, précise, complète et détaillée. À la prochaine!